Le domaine des Li était un univers en soi, un labyrinthe de pavillons aux toits de tuiles vernissées, de ponts courbés enjambant des étangs, où nageaient des carpes koi, aux couleurs de joyaux, et de jardins, où chaque rocher, chaque plante, chaque cours d'eau était placé selon les règles strictes du feng shui pour harmoniser l'énergie vitale. C'était un lieu de silence feutré, où le seul bruit était le chuchotement du vent dans les bambous et le clapotis de l'eau. Mais pour Liang, le fils unique et héritier de cette immense fortune bâtie sur le commerce de la soie, ce monde n'était qu'une prison d'obscurité et de son. Liang était aveugle. La cécité l'avait frappé à l'âge de 10 ans, suite à une fièvre violente qui avait brûlé ses nerfs optiques et plongé son monde dans une nuit éternelle. Depuis, sa perception de la beauté des Li s'était transformée. Il connaissait la douceur du jade glacé sous ses doigts, le parfum envoûtant des fleurs de prunier en hiver, le goût complexe du thé puer vieilli de 30 ans, et la texture inimitable de la soie la plus précieuse, celle que sa famille exportait jusqu'aux confins de la route de la soie. Mais il ne voyait pas les regards de pitié, les inclinations de tête hypocrites, ou le mur invisible que son infirmité avait érigé autour de lui. Son père, le sévère et impitoyable maître Li, voyait en son fils une faiblesse, une faille dans l'armure de la dynastie familiale. Pour la combler, il avait décidé de la seule manière qu'il connaissait, par une alliance stratégique. Le choix s'était porté sur la famille Zhang, riche marchand de porcelaine, et plus précisément sur leurs filles aînées, Mei Ling, réputée dans toute la province pour sa beauté à couper le souffle et son talent pour la peinture. « Elle sera tes yeux, Liang », avait déclaré son père un soir, sa voix résonnant dans la bibliothèque aux étagères remplies de rouleaux que Liang ne pouvait plus lire. « Et tu seras sa position sociale. C'est une transaction équitable. » Liang avait serré les poings, les jointures blanchissant. Il détestait ce mot, transaction. Il n'était qu'une monnaie d'échange, un objet fragile que l'on mariait à un autre objet précieux pour solidifier un empire. Il n'avait jamais rencontré Mei Ling. Il ne connaissait d'elle que la description que lui en avait faite son serviteur dévoué, Xiao. Une chevelure d'ébène, des yeux en amande brillants comme des étoiles, et une grâce de cygne. Cela sonnait comme un poème, un idéal inaccessible. Comment une telle créature pourrait-elle accepter de lier sa vie à un homme brisé, condamné à errer dans les ténèbres? La veille du mariage, assis dans son jardin privé, le seul endroit où il trouvait une paix relative, Liang tendit l'oreille. Il percevait l'agitation fébrile de la maison, les allées et venues des serviteurs, les instructions hurlées par le majordome, le martèlement des marteaux dressant les échafaudages pour les lanternes rouges. « Xiao » appela-t-il d'une voix douce. Presque instantanément, le bruit feutré de pas approcha. « Je suis là, jeune maître. Dis-moi encore, comment est-elle » Xiao soupira. Il connaissait l'angoisse de son maître. « Je vous l'ai dit, jeune maître, belle, très belle. » Mais sa voix? Comment est sa voix? La beauté, pour Liang, était un concept abstrait. La voix, en revanche, était une carte d'identité, une mélodie qui trahissait l'âme. « Je ne l'ai jamais entendu parler, jeune maître, » admit Xiao, gêné. Elle est toujours silencieuse derrière son éventail, lors de ses rares apparitions publiques. Un silence s'installa, lourd de l'appréhension de Liang. Il sentait le parfum des glycines, doux et enivrant, mais il lui semblait porter l'odeur du destin, âcre et inévitable. Le jour du mariage, Liang fut vêtu de lourds habits de brocart rouge, brodés de dragons dorés. Chaque fil semblait lui rappeler le poids des attentes.
La cérémonie fut un cauchemar sensoriel. Les cloches, les gongs, les cris de joie, fins de centaines d'invités, l'odeur de l'encens et des plats en sauce, tout cela l'assaillait, le désorientait. Il se tenait droit, le visage masqué par une expression de stoïcisme, guidé par la main ferme de son père. Il sentit l'approche de sa promise avant de l'entendre. Un léger parfum de lotus et de santal, frais et délicat, différent de l'opulence des parfums qui l'entouraient. Lorsque la soie de sa manche effleura la sienne, un frisson parcourut son bras. On lui mit dans la main un bout de soie rouge, l'autre extrémité tenue par la jeune femme. Le symbole du lien. Il perçut sa respiration, rapide, nerveuse. Peut-être avait-elle peur, elle aussi. Peut-être détestait-elle cette idée autant que lui. La cérémonie se déroula dans un brouillard. Les salutations aux ancêtres, les vœux échangés, les 3 génuflexions traditionnelles. Liang accomplissait les gestes mécaniquement, son esprit ailleurs. Puis vint le moment où, selon la tradition, ils burent le vin de riz dans la même coupe attachée par un ruban rouge. Lorsqu'il tendit la main pour prendre la coupe, ses doigts rencontrèrent ceux de la jeune femme. Ils étaient fins, délicats, et tremblaient légèrement. Un contact électrique. Il les retira brusquement, comme brûlés. La foule applaudit, prenant son geste maladroit pour de la timidité juvénile. Le banquet fut une épreuve interminable. Liang était assis à la place d'honneur, à côté de son épouse, silencieuse. Il pouvait sentir la tension qui émanait d'elle. Il tenta de rompre la glace. Le vent est agréable ce soir, murmura-t-il, sentant immédiatement la stupidité de sa phrase. Il y a eu un long silence, puis une voix, douce comme un pétale de rose, effleurant la peau, mais teintée d'une étrange réticence, répondit « Oui, il l'est ». La voix était mélodieuse, plus grave qu'il ne l'avait imaginé, avec une résonance qui lui sembla étrangement familière, comme un écho lointain d'un rêve oublié. Il secoua la tête. Son imagination lui jouait des tours. La nuit tomba. Liang fut conduit jusqu'à la chambre nuptiale, une pièce saturée de l'odeur sucrée des fleurs de jasmin et des bougies parfumées. La porte se referma, les isolant dans un silence lourd de sens. Il restait debout, immobile, perdu. Il entendit le froissement de la soie, alors que la jeune femme bougeait. « Vous devez être fatigué », dit-il finalement, la formalité masquant mal son inconfort. « Un peu », répondit la voix, toujours aussi douce, mais maintenant clairement tendue. « Nous n'avons pas à… » Liang chercha ses mots, horriblement gêné. « Les coutumes sont ce qu'elles sont. Mais nous sommes des étrangers, le temps fera son œuvre. » Il s'approche du lit, guidé par la mémoire de la pièce. Ses doigts rencontrèrent le bord du couvre-lit en soie brodée. « Je suppose que je devrais enlever ceci ?» dit-il en désignant le lourd couvre-chef cérémonial qu'il portait encore. Il l'ôta avec difficulté. Alors qu'il le posait sur un coffre, un bruit lui fit tourner la tête. Un sanglot étouffé. Fronçant les sourcils, il se tourna vers la direction du bruit. « Pourquoi pleurez-vous » demanda-t-il, plus rudement qu'il ne le voulait. La pitié était la dernière chose qu'il désirait. « Est-ce l'idée de partager la couche d'un infirme qui vous horrifie à ce point ?»« Non, non, ce n'est pas ça, » sanglota la voix. « Je ne suis pas celle que vous croyez. » Le cœur de Liang manqua un battement. « Que voulez-vous dire ? Je ne suis pas Mei Ling. » Les mots tombèrent comme des lames de glace. Liang sentit le sol se dérober sous lui. Il avança d'un pas, aveugle mais menaçant. « Qui êtes-vous » gronda-t-il. « Je m'appelle Xia. Je suis… »
sa sœur cadette. Le monde de Liang explosa en 1000 morceaux. La trahison, amère et acide, lui remonta à la gorge. Sa sœur, répéta-t-il, abasourdi. Où est Mei Ling? Pourquoi n'est-elle pas ici? Xia ravala ses larmes. Sa voix n'était plus qu'un murmure tremblant. Elle a refusé. Quand elle a appris que vous étiez, que vous ne pouviez pas voir, elle a dit qu'elle ne passerait pas sa vie à jouer les guides pour un... Elle s'interrompit, horrifiée par ses propres mots. Pour un infirme, un moins que rien, termina Liang, sa voix s'étranglant de rage. Continuez. Son refus a mis mon père dans une colère terrible. Une rupture des fiançailles aurait été un affront immense pour votre famille, une perte de face catastrophique. Il l'aurait renié, jeté à la rue. Pour éviter le scandale et sauver l'honneur des Zhang, il m'a forcé à prendre sa place. Personne en dehors de nos familles immédiates ne connaît son visage. Le subterfuge était possible. Le silence qui suivit était plus lourd que tous les bruits du monde. Liang sentait la fureur monter en lui, vagues après vagues, noires et destructrices. Il avait été trompé, humilié. On lui avait refilé la cadette, celle dont personne ne voulait, par pitié, par commodité. Il n'était même pas digne de l'original. On lui avait offert la copie, de rechange. Un rire froid, dépourvu de toute joie, s'échappa de ses lèvres. « Bien joué », murmura-t-il avec un mépris cinglant. « Votre famille est aussi ingénieuse en tromperie qu'en commerce de porcelaine. Félicitations. Vous voilà liés à un aveugle colérique pour le restant de vos jours. J'espère que le jeu en valait la chandelle. » Il se détourna, incapable de supporter sa présence une seconde de plus. « Ne m'approchez pas. Ne me parlez pas. Vous n'êtes pas mon épouse. Vous n'êtes qu'un rappel constant de cette mascaride. » Sans un mot de plus, il attrapa un coussin et une couverture et s'allongea à même le sol froid, tournant le dos au lit et à la jeune femme dont les sanglots silencieux furent la seule berceuse de sa nuit de désespoir. Les jours qui suivirent furent glacés. Liang installa Xia dans des appartements éloignés des siens, au mépris de toutes les traditions. Il refusa de partager ses repas, de l'accompagner lors des visites protocolaires aux ancêtres, ou même de reconnaître sa présence en public. Lorsqu'ils devaient être vus ensemble, lors des repas familiaux obligatoires, son silence était une arme, ses paroles, lorsqu'il daignait en prononcer, étaient des dards empoisonnés. « Passez-moi le thé, vous qui trônez à la place d'une autre », lançait-il. Ou bien, « J'espère que la vue depuis cette position usurpée est à votre goût. » Xia, initialement effondrée, commença à développer une carapace de patience et de dignité silencieuse. Elle ne se plaignait jamais, ne répondait jamais à ses attaques. Elle s'occupait de ses obligations de belle-fille avec une grâce et une humilité qui forcèrent le respect des domestiques, mais qui exaspéraient Liang. Pourquoi ne se rebellait-elle pas? Pourquoi acceptait-elle son sort avec une résignation si agaçante? Il découvrit par Xiao qu'elle passait ses journées à lire dans la bibliothèque, à s'occuper du jardin de roses que Liang aimait pour leur parfum, et à pratiquer la calligraphie. « Elle a d'une main talentueuse, jeune maître », rapporta Xiao un jour, tentant maladroitement de faire l'éloge de la jeune femme. « Ses traits sont aussi purs que ceux d'un maître. Elle devrait écrire une lettre d'excuse à sa sœur pour lui avoir volé sa place, » rétorqua Liang sèchement. Mais malgré lui, sa curiosité était piquée. Un après-midi rongé par l'ennui et une agitation qu'il ne s'expliquait pas, il se rendit à la bibliothèque. Il la sentit avant de l'entendre. Le parfum de lotus et de santal était maintenant mêlé à l'odeur de l'encre et du papier vieilli. Xia, surprise, posa son pinceau.
Maître Li, je ne vous avais pas entendu arriver. Évidemment, je ne fais pas de bruit en marchant, contrairement à certains, dit-il en s'approchant de la table. Il tendit la main et effleura le papier encore frais. Ses doigts sensibles suivirent les courbes des caractères qu'elle venait de tracer. Ils étaient fermes, élégants, pleins de caractère. « Résilience » lut-il à haute voix, surpris par la puissance du trait. « Le pinceau ne ment pas », dit doucement Xia. « Il révèle le cœur de celui qui le tient. » Liang retira sa main, comme si le papier l'avait brûlé. « Ne jouez pas aux sages avec moi. Vous n'êtes qu'une complice dans le mensonge. » Il quitta la pièce, mais l'image des caractères courageux resta gravée dans son esprit. Contradiction troublante avec l'image qu'il se faisait d'elle. Un soir, une violente migraine, conséquence de sa tension permanente, terrassa Liang. Il était recroquevillé sur son lit, les tempes battantes, nauséeux, maudissant son corps qui le trahissait une fois de plus. La porte de sa chambre s'ouvrit en silence. Il perçut des pas légers, le parfum de lotus. « Partez », grogna-t-il entre ses dents serrées. Ignorant son ordre, Xia s'approcha. Il sentit une serviette fraîche et humide se poser sur son front. Puis des doigts doux et habiles commencèrent à masser ses tempes avec une pression précise et apaisante. Il voulut se débattre, la repousser, mais le soulagement était si immédiat, si intense, qu'un gémissement de soulagement lui échappa. « Où avez-vous appris cela ?» murmura-t-il, incapable de dissimuler son étonnement. « Ma grand-mère souffrait de terribles migraines », expliqua sa voix douce, sans interruption dans son mouvement. « Elle m'a enseigné les points de pression. Restez tranquille. » Il obéit. Dans le noir de sa douleur, son seul point d'ancrage était le contact de ses doigts, le parfum discret de ses vêtements, le son régulier de sa respiration. Pour la première fois depuis des semaines, la colère en lui se taisait, remplacée par une sensation étrange et oubliée, le réconfort. Lorsqu'il s'endormit, ce fut d'un sommeil profond et réparateur. Le lendemain matin, il se réveilla reposé, la migraine disparut. La honte et la confusion l'envahirent. Il l'avait laissé le toucher, prendre soin de lui. Il s'était montré vulnérable devant elle. Cette pensée était insupportable. Lorsqu'elle lui apporta son thé plus tard dans la journée, il garda un visage de marbre. « Merci pour hier soir », dit-il, les mots lui brûlant la langue. N'y voyez pas une invitation à renouveler l'expérience. Xia ne répondit rien, mais il perçut dans son silence non plus de la peur, mais une forme de tristesse résignée. Le stratagème des Li et des Zhang ne fut pas parfait. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la haute société. On chuchotait que la belle Mei Ling avait été vue en compagnie d'un jeune lettré pauvre mais talentueux, loin de la province. Le scandale menaçait. Pour l'étouffer, le père de Liang décida d'inviter la famille Zhang pour une longue visite, afin d'afficher une unité familiale indéfectible. Leur arrivée plongea Liang dans un état d'agitation noire. Il devrait de nouveau jouer la comédie, aux côtés de celle qui avait osé le rejeter et de son imposteur d'épouse. Mei Ling était exactement comme on la lui avait décrite. Sa voix était claire, cristalline, pleine d'une assurance joyeuse qui contrastait violemment avec le calme réservé de Xia. Elle parlait de poésie, de musique, de tout et de rien, avec la légèreté de quelqu'un qui n'a jamais connu l'ombre. Liang, lui, était d'une politesse exécrable. Il ignorait Mei Ling autant que la bienséance le permettait, et se montrait d'une froideur polaire envers Xia, comme pour bien marquer la différence de traitement. Lors d'un dîner, Mei Ling, un peu trop de vin de riz en tête, se pencha vers Liang et dit
assez fort pour être entendu de tous. Vous savez, cousin, j'admire vraiment votre courage. Vivre dans les ténèbres, je ne sais pas comment j'y survivrai. Je suis une personne qui a tant besoin de beauté visuelle. Le silence tomba sur la table. Le père de Liang tout sauta, gêné. Xia, assise à côté de Liang, devint rigide comme une statue. Liang sentit la morsure de l'insulte, déguisée en compliment. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Il se tourna non pas vers Mei Ling, mais vers l'endroit où il devinait que Xia se trouvait. « Ma chère épouse, dit-il d'une voix doucereuse et vénéneuse, votre sœur s'interroge sur la manière de survivre dans l'obscurité. Peut-être pourriez-vous lui donner quelques conseils, vous qui avez choisi de l'habiter en prenant sa place. » Xia poussa un petit cri étouffé. Le bruit de sa chaise qui racla le sol lui indiqua qu'elle s'était levée et avait quitté la table en courant, suivie par les excuses embarrassées de sa mère. Plus tard, cette nuit-là, rongée par un mélange de honte et de satisfaction malsaine, Liang se dirigea vers les appartements de Xiei. La porte était entr'ouverte. Il s'arrêta, caché dans l'ombre du couloir. Il l'entendit pleurer. Ce n'était pas le sanglot étouffé de la nuit de noces, mais un chagrin profond, désespéré. Et il entendit la voix de sa servante personnelle, une vieille femme qui avait élevé les deux sœurs et avait été contrainte de suivre Xia dans sa nouvelle vie. « Pleure, ma petite fleur, pleure. Cette maison est cruelle. Vous n'auriez jamais dû accepter. Vous vous sacrifiez pour une sœur ingrate et un père sans cœur. » « Je n'avais pas le choix, Nani, » sanglota Xia. « Si j'avais refusé, père aurait ruiné le jeune homme que Mei Ling aime et l'aurait jeté à la rue. Il l'aurait fait. Au moins, ainsi, elle est heureuse. Et lui ne me verra jamais. Je ne suis pour lui qu'un fantôme, le reflet d'une insulte. » Les paroles frappèrent Liang de plein fouet. Il avait été tellement aveuglé par sa propre blessure d'ego qu'il n'avait jamais envisagé la sienne. Elle ne s'était pas sacrifiée pour une meilleure position, mais pour sauver sa sœur. Elle endurait ses insultes, son mépris, non par lâcheté, mais par une force morale qui lui faisait honte. Il recula, chancelant, comme giflé. Il retourna dans ses appartements, le cœur battant la chamade, les mots de la nourrice résonnant dans son crâne. « Vous vous sacrifiez. » Pour la première fois, il voyait, vraiment, non avec ses yeux éteints, mais avec son esprit. Et ce qu'il voyait le remplissait d'un remords cuisant. Le lendemain, Liang envoya Xiao chercher Xia. Il lui demanda de le rejoindre dans le jardin de Rose, son sanctuaire. Quand il perçut son approche, hésitante, il parla, sans préambule, la voix étrangement rauque. « J'ai erré dans ce jardin toute la nuit. Je connais le parfum de chaque rose, la texture de chaque feuille. Je sais où le vent s'engouffre pour faire chanter les bambous. C'est un monde que j'ai construit avec mes autres sens. Un monde que je croyais complet. » Il marqua une pause, tournant son visage vers elle. « Hier soir, j'ai réalisé que je suis encore plus aveugle que je ne le pensais. » Xia resta silencieuse, méfiante, s'attendant à une nouvelle attaque. « J'ai entendu, » avoua-t-il finalement, les mots lui coûtant. « J'ai entendu ce que vous avez dit à votre nourrice. » Un petit souffle de surprise lui échappa. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ?» demanda-t-il, la voix maintenant chargée d'une émotion brute. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit que vous étiez une martyre et non une complice? Auriez-vous cru la fille trompeuse qui vous a été envoyée ?» répondit-elle avec une pointe d'amertume. « Vous aviez déjà décidé de qui j'étais. Mes paroles n'auraient fait que renforcer votre mépris. » Liang baissa la tête. Elle avait raison. Je me suis comporté en monstre. « La douleur rend parfois monstrueux, dit-elle doucement. Ces mots de pardon
qu'il ne méritait paix, le frappèrent de plein fouet. Il tendit une main hésitante dans sa direction. Après un long moment, il sentit les doigts nez froids et délicats de Xia se poser dans sa paume. C'était un contact différent. Ce n'était plus un choc électrique de colère, mais une connexion fragile, tremblante, comme un fil de soie qui se tisse pour la première fois. « Parlez-moi d'elle », demanda-t-il soudain. « Parlez-moi de Mei Ling, de la vraie, de celle que j'étais censé épouser. » Xia, surprise, parla. Elle parla de sa sœur, de sa beauté éclatante, mais aussi de son égoïsme, de son désir de liberté, de son amour pour le jeune l'être sans le sou. Elle parla de la terreur de leur père, de son chantage. Elle parla de sa propre décision, non pas comme un acte héroïque, mais comme le seul choix possible pour éviter la catastrophe familiale. Liang écouta. Il écouta vraiment, pour la première fois. Et en écoutant le portrait de Mei Ling, il ne vit pas l'épouse idéale qu'il avait fantasmée, mais une femme frivole et égoïste. Et en écoutant Xia décrire son sacrifice, il vit pour la première fois la femme qui se tenait devant lui, courageuse, loyale, et d'une bonté qui le humiliait. « Je ne voulais pas de cette vie, » conclut-elle, la voix brisée. « Mais maintenant que j'y suis, je ne peux m'empêcher de, souffla Liang, serrant doucement sa main, de ressentir des choses que je ne devrais pas, avoua-t-elle dans un murmure à peine audible. Liang sentit son cœur se serrer. « Moi aussi, Xia, murmura-t-il, moi aussi. » Ce jour-là, dans le jardin parfumé, le mur de haine entre eux commença à se fissurer, laissant place à une curiosité tendre et à un respect nouveau. À partir de ce moment, tout changea. Liang fit aménager les appartements de Xia à côté des siens. Il demanda à partager ses repas. Leurs conversations, d'abord timides et hésitantes, devinrent peu à peu le point d'ancrage de ses journées. Il découvrit l'esprit de Xia. Elle était curieuse, intelligente, avec une sagesse bien au-delà de son âge. Elle lui décrivait le monde avec une poésie qui lui faisait voir, à travers ses yeux à elle. Elle lui parlait des couleurs. Le rouge n'était pas juste une couleur, c'était la chaleur du soleil sur la peau, le goût de la grenade, le son de la joie. Le bleu était la fraîcheur, de l'eau de la rivière, la sensation de la soie la plus fine, la mélancolie d'un air de flûte au crépuscule. Elle lui fit redécouvrir sa propre maison, son propre jardin. Elle guidait ses pas, non pas comme une servante, mais comme une compagne, décrivant la façon dont la lumière jouait sur les feuilles de Jingo ou la danse des carpes koi dans l'étang. Liang, lui apprenait la musique. Il excellait au guqin, la cithare chinoise ancienne. Ses doigts aveugles trouvaient les cordes avec une précision innée, tirant des mélodies profondes et mélancoliques qui parlaient de son âme. Xia l'écoutait, fascinée, et pour la première fois, elle comprit la douleur et la beauté qui coexistaient en lui. L'attraction entre eux devint palpable. Un frôlement de mains en passant un bol de thé, un rire partagé à une remarque innocente, le silence complice qui s'installait entre deux notes de musique. Chaque petit geste était chargé d'une tension nouvelle, douce et excitante. Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à identifier une nouvelle rose par son parfum, Liang tourna son visage vers le sien. Il sentit son souffle chaud sur sa peau. « Xia, » murmura-t-il. « Oui, Liang, je peux vous toucher le visage ?» demanda-t-il, la voix empreinte d'une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait plus. « Je veux savoir à quoi ressemble la beauté véritable. » Le cœur battant, Xia incline la tête et guida sa main vers sa joue. Ses doigts, habitués à lire le monde comme un livre en braille, explorèrent avec une lenteur révérencieuse
la courbe de son sourcil, la douceur de sa paupière, la ligne droite de son nez, la douceur de ses lèvres entr'ouvertes. C'était une cartographie de l'âme, une découverte plus intime que tout regard. « Vous êtes plus belle que toutes les roses de ce jardin », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je suis un idiot de n'avoir pas su le voir avant. » Et dans l'obscurité qui les enveloppait, leurs lèvres se rencontrèrent enfin. C'était un baiser hésitant, doux, plein de toutes les non-dites, de tous les regrets et de toutes les promesses. Un nouveau chapitre commençait. Leur bonheur naissant fut de courte durée. Les rumeurs sur Mei Ling et son lettré s'amplifièrent jusqu'à devenir un scandale public. Humilié, le père de Xia et Mei Ling décida de prendre les choses en main. Il envoya des hommes pour capturer le jeune homme et menaça de le jeter en prison pour dette fictive. Mei Ling, paniquée et égoïste, accourut au domaine des Li, non pour se repentir, mais pour demander de l'aide. Elle se jeta aux pieds de Xia. « Xia, tu dois me aider. Tu es l'épouse de l'héritier Li maintenant. Tu as de l'influence. Parle à ton mari. Il doit convaincre son père d'intervenir. » Xia, le cœur serré, tenta de la raisonner. Mei Ling, ce que père fait est terrible, mais provoquer son courroux davantage. « Tu lui dois bien ça, » s'écria Mei Ling, le visage déformé par la peur et la colère. « Tu as pris ma place, ma vie. La moindre des choses est que tu uses de cette position pour moi. » C'est à ce moment que Liang entra dans la pièce. Il avait tout entendu. Le ton hystérique de Mei Ling, ses accusations. « Votre place ?» dit Liang d'une voix froide qui glaça l'atmosphère. « La place que vous avez méprisée et jetée comme un vieux chiffon. Xia ne vous doit rien. Elle vous a déjà tout donné, sa liberté, son bonheur, en endossant le fardeau que vous avez refusé. » Mei Ling se tourna vers lui, ses beaux yeux brillants de larmes de rage. « Vous prenez sa défense, maintenant? L'aveugle qui a besoin de sa pitié ?» Liang serra les poings, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Xia se leva, le visage pâle mais déterminé. « Assez, Mei Ling, » dit-elle d'une voix ferme qui surprit tout le monde. « J'ai accepté ce mariage pour toi, par amour pour toi. Mais je ne permettrai à personne d'insulter mon époux. Liang est 10 fois l'homme que vous pourriez jamais mériter. Maintenant, quittez cette maison. » La fureur de Mei Ling fut terrible. Voyant que sa sœur, son jouet docile, lui tenait tête et défendait l'homme qu'elle méprisait, la jalousie la submergea. Elle avait tout perdu, son amant, son honneur, et maintenant l'allégeance de sa sœur. Elle lança à Xia un regard chargé de haine. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» siffla-t-elle. « Tu aimes le monstre aveugle que j'ai rejeté. Très bien, profite de mes restes. Mais souviens-toi, petite sœur, je reviendrai, et je ferai en sorte que vous regrettiez tous les deux de m'avoir humilié. » Sur ces mots, elle quitta la pièce dans un tourbillon de soie et de rage. Le soir même, Xia, tremblante, se confia à Liang. « Elle va faire quelque chose de terrible, j'en suis sûre. » Liang la serra contre lui. « Quel essai !» murmura-t-il dans ses cheveux. « Je ne laisserai plus personne nous faire du mal. Plus jamais. » La menace de Mei Ling planait désormais sur leur bonheur fragile comme une lame de guillotine. Mei Ling mit sa menace à exécution. Rongée par la jalousie et l'humiliation, elle ourdit un plan diabolique. Elle utilisa ses derniers bijoux pour soudoyer un serviteur, des cuisines, des lits, un homme aux dettes de jeu importantes. Son ordre était simple. Mélanger un puissant poison au plat de Liang. Pas assez pour le tuer sur le coup, cela aurait été trop suspect, mais assez pour aggraver soudainement son état de santé, le rendre faible, grabataire. Elle voulait que Xia
souffre, qu'elle soit enchaînée à un homme encore plus infirme, qu'elle regrette amèrement son choix et passe le restant de ses jours dans le malheur. Le jour choisi, un grand banquet était organisé pour célébrer un contrat commercial important. Les cuisines étaient en effervescence. Xia, suivant une intuition soudaine, décida d'apporter elle-même le thé spécial de Liang à la cuisine pour qu'il soit infusé avec les autres plats. En approchant, elle aperçut le serviteur, soudoyé et en train de verser une poudre blanche dans le ragoût de canard que Liang affectionnait particulièrement. « Que faites-vous » s'écria-t-elle. L'homme, surpris, la bouscula pour s'enfuir, faisant tomber le sachet de poison. Xia, sans réfléchir, trempa le bout de ses doigts dans la poudre renversée et emporta une infime quantité à sa langue. Un goût amer et métallique, immédiatement reconnaissable, lui brûla la langue. De la ciguë, un poison violent. Horrifiée, elle hurla, alertant toute la cuisine. Le serviteur fut maîtrisé et, sous la menace, avoua tout, dénonçant Mei Ling. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le scandale était monstrueux. La propre sœur de l'épouse avait tenté d'empoisonner l'héritier des Li. Liang, sous le choc, écouta le récit de Xia, pâle de rage. Mais sa colère n'était pas dirigée contre Mei Ling. Elle était dirigée contre ceux qui avaient failli lui prendre la seule lumière qu'il lui restait. Il se leva, prenant la main de Xia. « Où est mon père » demanda-t-il d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Il fit irruption dans le bureau de son père, où ce dernier tentait déjà de gérer la crise, soucieux avant tout de l'honneur familial. « Il faut étouffer cette affaire » tonna le vieux maître Li en voyant son fils. « Un scandale pareil nous ruinerait. »« Non, père, » dit Liang avec une autorité qu'il ne lui connaissait pas. « Cette fois, nous n'étoufferons rien. » Il exigea que les deux familles soient maîtres unis sur le champ, ainsi que le serviteur et des témoins impartiaux. Dans la grande salle d'apparat, sous le regard sévère des ancêtres peints sur les rouleaux muraux, le serviteur répéta sa confession. Le père de Mei Ling et Xia, écarlate de honte, tenta de nier, de rejeter la faute sur un serviteur menteur. C'est alors que Liang prit la parole. Calmement, avec une clarté glaçante, il raconta toute l'histoire. Le refus de Mei Ling, la substitution forcée de Xia, sa propre cruauté envers une innocente, puis leur rapprochement, et enfin la vengeance jalouse de Mei Ling. « L'honneur familial, père, » dit-il en se tournant vers le vieux Li, « ne se construit pas sur le mensonge et la lâcheté. Il se construit sur la vérité et la justice. Mei Ling a commis un crime odieux. Elle sera livrée aux autorités. Quant à la famille Zhang. » Il se tourna vers son beau-père, méprisant. « Leur complicité par silence et leur lâcheté sont manifestes. Notre alliance commerciale est rompue. » Le vieux maître Li regarda son fils, vraiment le regarda pour la première fois. Il ne vit pas un infirme fragile, mais un homme, un vrai, droit, fort et juste, qui commandait le respect non par la vue, mais par la force de son caractère. Une lueur de fierté brilla dans ses yeux vieillis. Il incline la tête. Qu'il en soit ainsi. Mei Ling fut emmenée, hurlant et maudissant tout le monde. Sa famille, ruinée et déshonorée, quitta la province pour toujours. Xia, tremblante, regardait Liang, effrayé par cette nouvelle autorité. Il se tourna vers elle, et son expression se radoucit instantanément. « Quant à vous, madame, » dit-il d'une voix redevenue douce, mais audible par tous, « vous qui avez enduré l'insupportable avec une grâce et un courage qui m'ont enseigné l'humilité, vous resterez, non pas comme un symbole d'une alliance brisée, mais comme mon épouse.
la seule que j'ai jamais désirée, la lumière de mes yeux éteints. Devant l'assemblée médusée, il s'agenouilla devant elle, dans un geste d'humilité ultime, et pressa son front contre ses mains. Si vous daignez encore m'accepter. Les larmes aux yeux, Xia le releva. Il n'y a jamais eu d'autre choix pour moi, Liang. Je suis votre épouse. Les mois passèrent. Le domaine des lits retrouva sa sérénité, mais une sérénité nouvelle, plus authentique. Liang, avec Xia à ses côtés, prit une part de plus en plus active dans la gestion des affaires familiales. Sa cécité, autrefois perçue comme une faiblesse, se révéla un atout. Son ouïe et son toucher, hyper développés, lui permettaient de détecter les plus infimes imperfections dans un rouleau de soie ou de sentir une mauvaise intention dans la voix d'un partenaire commercial. L'Empire Li prospéra comme jamais. Xia, elle, n'était plus une ombre. Elle était respectée, aimée des domestiques et crainte pour son intelligence et sa justesse. Elle était les yeux de Liang pour les choses du monde visible et il était son âme pour naviguer dans les obscurités du cœur humain. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans leur jardin de roses, la main dans la main, Liang s'arrêta. « Xia, oui, mon amour, je veux voir le soleil se coucher. Dis-moi. » Xia sourit et se blottit contre son bras. Elle commença à décrire, comme elle le faisait si souvent. Les nuages teintés de rose et d'orange, le disque rougeoyant qui descendait derrière les collines, les longues ombres violettes qui s'étiraient sur le jardin, les premières étoiles qui s'allumaient une à une dans le ciel de velours. Liang écoutait, un sourire paisible aux lèvres. Il n'avait plus besoin de voir. Il sentait la chaleur du soleil sur son visage, le parfum des roses que Xia aimait tant, la douceur de sa voix qui peignait pour lui un tableau plus beau que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il se tourna vers elle et l'embrassa, doucement, passionnément. Un baiser qui disait tout, le pardon, la gratitude, l'amour profond et absolu qui était né des cendres de la tromperie et avait grandi dans le terreau de l'adversité. Il était deux âmes brisées que le destin avait malmenées, mais qui, en se retrouvant, avaient su tisser une soie bien plus solide et précieuse que toutes celles que leur fortune pouvait acheter. Une histoire d'amour qui brillait d'autant plus fort qu'elle avait germé dans l'obscurité. Et dans le silence de la nuit naissante, sous le regard bienveillant des étoiles, ils s'aimèrent, enfin libres, enfin unis, enfin chez eux.